Bienvenue à toi qui m'écoutes sur les podcasts de Je suis sensible. J'espère que le contenu va te plaire et je te souhaite une bonne écoute. Hello mes papillons, aujourd'hui je vous parle d'écologie. Je ne vais pas vous parler d'écologie dans le sens très large du terme, du style voilà ce que vous devez faire, des très grosses actions pour avoir un impact positif sur la Terre, dans le style arrêtez de conduire une voiture, ne prenez pas l'avion, ne prenez pas le train, ne prenez pas le bateau, ce que vous voulez. Non, moi je vais vous parler de ce que vous pouvez faire aussi à votre hauteur, ce que moi déjà je mets en place dans ma vie, qui sont des toutes petites actions qui coûtent pas très cher, qui ne demandent pas beaucoup d'énergie, son énergie à soi, hein, je parle pas de l'énergie, électricité, et qui ne demandent pas forcément de complètement changer son mode de vie. Voilà, moi ça fait des années que je vis en ville, quasiment en centre-ville, je vis dans un appartement et pourtant j'arrive à réduire certaines consommations et j'arrive surtout à réduire ma pollution à moi. Déjà, ça a commencé depuis que je suis toute petite. Mes parents ne sont pas forcément dans une idée écologique ou quoi que ce soit. C'est juste que on a toujours aimé faire les brocantes et les vides-greniers. Et moi, acheter de seconde main, ça me dérange absolument pas. Je sais que ça dérange beaucoup de monde que l'objet soit pas neuf, qu'il ait déjà été utilisé par d'autres personnes. Moi, ça me dérange absolument pas. Par exemple, ma machine à laver actuelle est une seconde main. Je l'ai payée 3 fois rien sur le bon coin. Je me suis dit, bon, bah, ça durera ce que ça durera. Écoutez, ça fait 6 ans que je l'ai. J'ai l'impression en fait que je l'ai achetée quasiment neuve et elle fonctionne très bien, je n'ai absolument pas de soucis avec. Euh, Quand j'étais étudiante, j'ai acheté des machines à laver comme ça qui m'ont duré... Il y en a une, elle m'a duré 2 ans parce qu'effectivement, elle était, comment dire, tellement vieille au final. Voilà, c'est juste que j'avais pas trop de sous, j'ai pris le premier truc qui passait et ça allait. La deuxième, elle m'a duré très longtemps, sauf que quand j'ai déménagé, ben, je l'ai donnée à une amie qui en avait besoin parce qu'au final, je pouvais pas la ramener là où je partais. J'ai toujours eu l'habitude, voilà, les micro-ondes, j'ai déjà acheté ma voiture concrètement. Ma voiture, je l'ai achetée d'occasion. Et je me vois pas acheter une voiture neuve. Parce que quand on voit le prix des voitures, je peux pas mettre quasiment 2 ans de salaire dedans, c'est juste pas possible. Alors qu'au final, il y a des voitures très bien qui coûtent moins que la moitié du prix. Et au niveau émissions effet de serre, il y a aussi, comment dire, je crois que ma voiture, elle est critère 2. Donc, je n'ai pas payé des milliers d'essence, j'ai pas passé 5 mois de salaire dedans. Voilà. Et elle est parfaite pour ce que je m'en sers. Parce que je m'en sers pas forcément tous les jours. Alors, il y a une époque, oui, parce que pour aller au travail, je devais la prendre. Post-confinement, il était hors de question que je prenne le métro. De toute façon, que si je prenais le métro, j'en avais pour une demi-heure pour aller à mon travail. Si je prenais ma voiture, j'en avais pour 8 minutes, 10 minutes avec les feux rouges pour arriver à mon travail. J'ai vite fait le tour. Prendre le métro, ça m'énervait parce que j'aime pas être au milieu des gens, parce que porter le masque pendant une demi-heure, ça m'énerve, surtout que je le porte tout le temps de mon travail ensuite. Et en plus de ça, déjà de base, être collé aux gens en plein hiver alors qu'ils toussent, qu'ils sont malades et tout ça, c'est pas mon délire, surtout que je tombe très régulièrement malade à cause des autres. Enfin, c'est pas à cause, c'est juste que je suis sensible aux maladies des autres, donc les rhumes, les bronchites et tout ce qui s'ensuit, en général, je les attrape dans le métro. Donc déjà de base, je suis pas fan du métro. Voilà. Par contre, j'ai trouvé une autre solution. J'ai fait le calcul. Au début, je prenais la voiture en me disant, bah, de toute façon, ça ira plus vite. Ouais, bon. Après, au niveau consommation de gasoil et effets de serre et tout ce qui s'ensuit, effectivement, c'était pas terrible. Par contre, quand je vois le prix du métro actuellement dans la ville où je vis pas à Paris, mais le métro est quasiment aussi cher. Et je ne rigole pas quand je dis ça. L'abonnement mensuel est quasiment aussi cher que celui de Paris.
Pour le peu que je m'en sers, je prends juste pour 3 stations de métro et ensuite je dois marcher pendant un quart d'heure pour arriver à mon travail. Je me suis dit que c'était pas terrible et de toute façon, de plus en plus, je me pose la question sur oui, le métro c'est intéressant quand on le prend et qu'on a vraiment un gros trajet à faire et tout ça. Moi, pour la consommation que j'ai, au final, le métro, c'est pas la meilleure solution. J'ai fait des calculs, j'ai préféré acheter une trottinette électrique. Oui, effectivement, la trottinette électrique demande à ce qu'on la recharge. Moi, ma trottinette électrique, je la recharge qu'une fois par semaine. Donc au final, au niveau de ma consommation électrique, ça compense complètement le budget que je mets dans le métro et ça compense du coup le, le gasoil que je ne vais pas mettre dans l'air en utilisant ma voiture. Donc je vous parlais des achats de seconde main que j'avais l'habitude depuis toute petite d'aller faire les brocantes et c'est vrai que c'est encore quelque chose qui me tient à cœur, enfin que je mets dans mes pratiques. C'est-à-dire que moi au niveau financier, ça me permet déjà de réduire mes dépenses. Mais en plus de ça, le fait de me dire que c'est en seconde main, le produit que j'achète n'a... Comment dire j'achète pas un produit neuf qui demande à... qui a utilisé de la matière première, qui est allé épuiser dans des ressources qui sont en train de devenir plus ou moins rares. Euh, Moi, mon produit, il existe depuis... Quand je l'achète d'occasion, il existe depuis déjà des années. Il a été réparé, parce que généralement, en ce moment, j'achète plus euh, chez Emmaüs. Donc déjà, mon produit il a été réparé par les personnes travaillant chez Emmaüs. Et il a déjà été utilisé par une personne avant moi, donc ça fait que j'ai pas d'impact en fait quand je l'achète. Moi, concrètement, mon geste n'a pas du tout d'impact sur la terre quand j'achète d'occasion. Et en plus de ça, ça me permet de faire des dons. Mine de rien, en fait, c'est un don que je fais aussi à Emmaüs. Parce que si je devais acheter et faire des dons à côté, je ne pourrais pas. Alors que là, concrètement, mon achat est un don. Mon achat permet de faire vivre cette association qui a un côté humanitaire que j'aime beaucoup. Voilà, je participe au fonctionnement de cette association et en même temps, je me fais plaisir parce que la dernière fois, j'ai acheté un grille-pain. Ça fait 4 ans que j'ai le grille-pain, il fonctionne toujours aussi bien. J'ai acheté déjà des croque-monsieur, j'ai déjà acheté des crêpes parties. Voilà, j'achète quand même pas mal de choses au niveau électroménager, mais j'achète aussi au niveau vêtements. C'est pas non plus toute ma garde-robe, mais par exemple, dans le travail que je fais, je suis obligée d'avoir une tenue pour mon travail et une tenue pour l'extérieur. Donc, au lieu de payer 2 garde-robes complètement séparées et de mettre un fric fou dedans, j'achète à Emmaüs les vêtements que je vais porter dans mon travail. C'est des vêtements qui me plaisent, ce sont des vêtements dans lesquels je suis à l'aise, parce que je bouge beaucoup, donc il faut quand même que mes vêtements ne soient pas trop serrés et dans lesquels je sois quand même présentable sans pour autant être tout le temps en jogging. Et en même temps, j'achète aussi, j'ai acheté pas mal de gilets, parce que pendant les premiers hivers de mon travail, le chauffage avait un peu merdé. Donc on s'est retrouvés pas mal dans le froid. Donc j'ai acheté des gilets là-bas. Je les ai payés 2 euros au lieu de 15 euros par exemple chez H&M ou quoi. Et en plus, chez Emmaüs, ils vendent aussi de la marque, mine de rien. Et je les paye peut-être 5 ou 6 euros. Enfin, c'est 3 fois rien. Et ça permet de faire une économie sur mon argent, mais aussi de ne pas avoir d'impact sur les matières premières qui sont extraites de la terre. Euh, Dans mon ancien appartement, je n'avais pas de lave-vaisselle. Et c'était très compliqué parce que faire la vaisselle à la main, je me rendais compte que j'utilisais énormément d'eau. Le seul problème, c'est que le seul emplacement que j'avais pour mettre le lave-vaisselle, j'y ai mis mon lave-linge. Et j'ai découvert qu'il existait des petits lave-vaisselle de 6-8 couverts qui ne consomment pas énormément en eau, qui ne consomment pas forcément beaucoup en électricité et qui étaient largement suffisants au début pour ce que je faisais. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que, mine de rien, je faisais 2 lave-vaisselle par semaine. Et ça revenait quand même à beaucoup. Et un jour, je me suis dit, mais
J'ai regardé sur internet et je me suis demandé si je pouvais récupérer l'eau de mon lave-vaisselle parce que je commençais à faire des plantations sur mon balcon. Mon balcon était quand même très grand. Là, dans mon nouvel appartement, mon balcon était encore plus grand et j'ai beaucoup de plantes dessus. Et je me suis demandé, mais au lieu de tirer de l'eau pour le lave-vaisselle et de tirer de l'eau pour arroser mes plantes, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de récupérer cette eau-là? Parce qu'en... Excusez-moi, j'ai mon voisin qui fait des travaux, super. J'espère que ça ne s'entend pas dans le podcast. Sinon, je suis vraiment désolée, mais ça fait 5 fois que je recommence, donc je vais pas recommencer une 6e fois, surtout que je pense qu'il en a pour toute la journée. Bref, donc j'ai regardé sur internet, je me suis renseignée, effectivement, hein, il est possible de récupérer l'eau de son lave-vaisselle. Cependant, dans les produits qu'on met dans le lave-vaisselle, il faut que ce soit des produits écologiques et qui soient sains pour la terre. C'est-à-dire que il existe des produits qui peuvent être dissous dans l'eau et rejetés dans la terre, sans que ça ait des effets sur les plantes et le sol. Je me suis aussi renseignée sur des groupes de permaculture et certains m'ont bien confirmé que c'était très intéressant en général de récupérer l'eau du lave-vaisselle en utilisant certains produits. Parce que dans l'eau du lave-vaisselle, il y a tous les aliments qu'il y avait dans la vaisselle. Et ces aliments-là, une fois qu'elles sont rejetées dans la terre, ça fait comme du compost, ça nourrit les plantes. Je me suis dit génial. Donc c'est ce que je faisais. J'ai acheté des gros bidons d'eau. Je mettais mon tuyau de sortie d'eau du lave-vaisselle dans ces bidons et en fait je me rendais compte que je consommais pour un cycle assez court, enfin pour un cycle tout court en fait, je consommais 5 litres d'eau. Et 5 litres d'eau, à l'époque c'était juste parfait pour arroser mes plantes. Je ne faisais pas à chaque fois parce que moi c'est pas de la terre, c'est pas du sol, c'est du terreau que j'ai, ce sont des bacs. Donc les produits que je mets dans mon lave-vaisselle, même s'ils sont bons pour la terre, ils sont bons pour la terre quand c'est du sol, que voilà, ça peut s'évacuer dans le sol profondément, que ça s'étende sur plusieurs mètres et tout ça. Moi, mes bacs, c'est pas le cas. Ma terre n'est pas renouvelée, très rarement. Enfin, je veux dire, je la renouvelle que tous les ans. Donc, si je faisais ça toutes les semaines, si je versais mon eau toutes les semaines dans la terre, ça aurait fini par avoir un effet néfaste sur les plantes. Donc, je décidais d'arroser peut-être allez, 2 fois, ouais, minimum 2 fois par mois. C'était déjà pas mal. Non, 2 fois par mois maximum, pardon, pas minimum. 2 fois par mois maximum, j'arrosais mes plantes avec l'eau de mon lave-vaisselle. Là, actuellement, je ne le fais plus parce que j'ai un très gros lave-vaisselle et que je ne peux pas, je n'arrive pas à avoir accès en fait au tuyau de sortie d'eau. Il est derrière mes placards et en fait, je n'aurais pas dû l'installer comme ça, je galère à y avoir accès. Par contre, quand je fais la vaisselle à la main, parce que des fois ça m'arrive, par exemple pour mes casseroles, j'ai pas 15 casseroles, j'en ai que 2. Donc comme je cuisine quand même beaucoup dans la semaine, je les lave à la main. J'ai des ustensiles comme ça, des grosses marmites et tout, que je lave à la main. Et en fait, je les lave dans une bassine, je récupère l'eau de cette bassine et je vide dans mes plantes. Mon liquide vaisselle n'est pas un liquide vaisselle, c'est du savon de Marseille pur, extrêmement pur. J'ai du savon de Marseille chez moi, du vrai savon de Marseille. Et ça aussi, ça fait partie de mes actes écologiques. Le savon de Marseille est extrêmement bon pour les plantes parce que déjà, ça va permettre à ce que les petits insectes soient repoussés parce que déjà d'un, ils n'aiment pas l'odeur. Et le fait d'avoir du savon, entre guillemets, dans la terre, ça va ne pas leur donner envie de venir se loger dans les racines ou venir se loger dans la plante. Donc je verse à peu près peut-être comme pour mon eau de la vaisselle, 2 fois par mois. Je vide, je vide mon eau de vaisselle dans mes plantes. Et ce que je ne vide pas, j'ai des énormes bidons de 10 litres sur mon balcon que j'ai remplis. Voilà, ça me permet qu'en été, quand je dois arroser tous les 3 jours mes plantes, je réutilise cette eau-là que j'ai conservée. Ou s'il y a des semaines où en fait j'ai pas du tout fait la vaisselle à la main parce que j'étais en vacances avant et que je viens de rentrer et que je dois arroser mes plantes, j'ai cette eau de côté pour arroser. Le savon de Marseille, je l'utilise pour plusieurs choses. Déjà pour ma vaisselle, mais aussi pour mon linge. J'ai acheté des paillettes de savon de Marseille que je dissous dans de l'eau et ça fait ma lessive. J'utilise aussi des gargouilles. C'est les fameuses boules en plastique avec des billes
Ah, j'ai envie de dire des billes de céramique, mais j'ai un doute tout d'un coup, donc je préfère rien dire pour pas dire de bêtises. Et en fait, ça permet déjà d'enlever le calcaire de l'eau, et en fait, ça a un effet sur les vêtements. Pendant un temps, j'utilisais que la gargouille, et je peux vous assurer que ça nettoie très bien les vêtements. Les vêtements où j'ai des taches dessus, ça s'enlève. Toutes mes machines, j'ai toujours faites qu'à 40 degrés, jamais plus, très rarement plus. Peut-être de temps en temps pour les serviettes, mais très rarement plus. Parce que à 40 degrés, j'utilise ma gargouille et j'utilise un mélange d'eau et d'huile essentielle pour désinfecter mon linge. Et c'est largement suffisant. Petit point, les huiles essentielles, c'est encore kiff-kiff sur l'écologie. C'est-à-dire que moi, ça me permet de ne pas acheter le petit Sanitol, d'en acheter 15 par mois et de consommer encore plus de plastique. Et en plus de ça, c'est pas bon pour ce qui est rejeté dans l'eau. Les huiles essentielles, il y a encore un gros questionnement là-dessus de ce que ça produit une fois que c'est rejeté dans l'eau. Voilà, une fois que c'est rejeté dans les canalisations et que c'est amené dans les centres d'épuration, on ne sait pas encore trop ce que ça fait. Beaucoup disent oh, ça détruit la flore des canalisations et ça détruit une grande partie de la vie aquatique et tout ça. J'ai encore quand même pas mal de doutes. Mais je préfère rien dire. Moi, j'utilise les huiles essentielles, ce ne sont pas des grosses quantités. J'utilise l'arbre, le titri, j'utilise le Ravinsara. Il ne faut pas se tromper avec le Ravinsara, qui est complètement différent. Et j'utilise la lavande fine. Voilà. Encore mon voisin. Donc voilà, donc ce sont des choses que je fais et mon linge est très propre, mon linge est blanc, mon linge sent du coup la lavande et je n'ai pas à utiliser, à acheter des bidons déjà, à acheter du plastique, je n'ai pas acheté de la lessive où je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans, au moins je sais ce que je mets sur ma peau, ce que je mets sur mes vêtements et en plus de ça je réduis mon impact sur la terre. Autre chose que j'utilise depuis que je suis arrivée dans cet appartement, c'est un bokashi. Le bokashi, c'est un seau à compost. Mais c'est un seau juste révolutionnaire. C'est-à-dire que je mets mes aliments dedans. Bien sûr, il faut que je les coupe en petits morceaux parce que c'est un seau qui fait peut-être 5-6 litres, donc qui se remplit plus ou moins vite. Et les aliments se dégradent très lentement. Donc pour ne pas que mon bokashi soit plein au bout de 4 mois et que je puisse pas l'utiliser avant 1 an et demi, il faut en fait couper tout en petits morceaux. Et il existe une poudre faite de microbactéries, donc c'est une poudre complètement biologique et naturelle qui se met dans le bokashi et en fait ça va venir désintégrer les aliments. Et quand cet effet se fait, quand les aliments commencent à se désintégrer, il y a un jus qui se crée au fond du bokashi. Et il existe un petit robinet pour ouvrir et récupérer ce jus. Alors, ça pue. Concrètement, le jus, ça pue. Mais une fois que le robinet est fermé, le bokashi en lui-même, s'il est bien fermé, ça ne sent absolument pas. Bon, moi, par souci de place, je l'ai dehors sur mon balcon parce que normalement, j'aurais voulu le mettre dans ma cuisine, mais malheureusement, j'ai pas assez de place. Donc, je le mets sur mon balcon. Je récupère très régulièrement le jus et c'est hyper bénéfique pour les plantes. Il faut le doser vraiment, mettre des toutes petites doses par exemple. J'ai mon arrosoir qui fait 2 litres. Je mets un tout petit bouchon de ma bouteille, parce que c'est une bouteille à jus de fruits que j'ai pour récupérer mon jus. Je mets juste un bouchon pour 2 litres. Voilà, il faut vraiment, et encore, des fois, je mets un demi-bouchon. Parce que c'est extrêmement puissant. Une fois, je me suis trompée, j'en ai mis beaucoup trop. J'ai arrosé une plante avec, ça a cramé les racines de ma plante. Parce que le jus est tellement concentré qu'il est très fort. Donc, je fais ça une fois par mois. Je nourris mes plantes avec mon bokashi. Là, ça fait 2 ans, ça y est, que j'utilise le bokashi. Au début, je faisais appel à une association, parce que j'ai 2 seaux. Je faisais appel à une association qui venait récupérer mon bokashi, qui me nettoyait mon seau, et qui du coup me prêtait un seau vide en attendant et c'était un cercle comme ça, mon seau était prêté à quelqu'un d'autre, mais une fois que je finissais une fois que je terminais mon contrat, je pouvais récupérer mon bokashi.
C'est ce que j'ai fait parce qu'au final, je me suis retrouvée un petit peu à devoir réduire certaines dépenses. Et je me suis rendu compte qu'au final, ça ne me servait pas tant que ça, cette association-là, puisque j'ai trouvé une autre technique pour utiliser mon bokashi. Donc j'ai 2 seaux. Le premier seau, je le remplis, je le laisse se dégrader quasiment pendant 6 mois. Pendant ce temps-là, je remplis mon autre seau. Sur le premier seau, je continue à récupérer le jus. Et j'ai découvert sur internet une personne aussi qui utilisait le bokashi. Et elle au bout d'un moment, au bout de, je crois que c'est 6 à 7 mois, elle ouvre son bokashi, elle prend une énorme boîte assez hermétique dans laquelle elle met du terreau. Alors des fois, généralement, c'est le terreau qu'elle a déjà utilisé avec ses plantes quand elle réempote ses plantes. Elle utilise ce terreau-là qui a été appauvri et en fait, elle met une grande partie de son bokashi dedans. Elle mélange tout ça, elle ferme la boîte. En généralement, elle fait ça en hiver, ce qui permet que tout l'hiver, enfin tout l'automne, parce qu'elle change en automne plutôt pas l'hiver, tout l'automne et tout l'hiver, ça va s'infuser, entre guillemets. Ça va s'infuser et au printemps, quand elle va devoir rechanger ou replanter certaines choses, elle réutilise ce terreau-là qui a été infusé avec le bokashi. Moi, je l'ai fait quand j'ai aménagé, qu'il a fallu que je replante tout. J'ai mis donc les billes d'argile, j'ai mis mon terreau sur une certaine couche. Et au milieu de mon bac, j'ai mis des couches de bokashi, qui n'étaient pas forcément des graines. J'ai mis des couches d'aliments de mon bokashi partout dans mes plantes. J'ai remis mon terreau, j'ai planté mes plantes. Ça a été fou. Mes plantes. Bon, malheureusement, cette année, il y a eu le mildiou qui est arrivé. Pourtant, je vis en ville, en appartement. Mais vu le temps bizarre qu'on a eu, j'ai eu des bactéries qui se sont mises sur mes plantes. J'ai eu beaucoup de mal à les récupérer. Par contre, je me suis rendu compte que, mine de rien, elles étaient quand même très résistantes grâce au bokashi. En fait, elles ont poussé très vite, elles ont été très fortes. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de fleurs. Malheureusement, les fleurs sont tombées après quand il y a eu les pluies, le vent et le mauvais temps. Mais dès les premières pousses, j'ai senti vraiment la différence avec ce que j'avais planté l'année dernière et où je n'avais pas utilisé de bokashi. C'est quelque chose pour moi qui est juste trop bien en fait. Ça me permet de réduire ma poubelle et en même temps je réutilise tous les aliments que j'aurais dû jeter et ça nourrit mes plantes derrière et je trouve ça juste trop bien en fait. Et je vis en ville et je peux le faire. Là, je sais que j'ai des jardins partagés pas très loin de chez moi où ils ont des composts, des gros bacs de compost à air libre. Et il faut que je les contacte justement pour leur demander si ça l'intéresse parce que j'ai quand même beaucoup de choses dans mes bokashi. Je ne peux pas tout utiliser. Donc je vais leur proposer de leur donner ce que j'ai dedans et qu'ils puissent l'utiliser directement en terre puisque c'est quelque chose que je peux mettre directement en terre puisque ça y est, c'est quand même, ça se dégrade plus vite qu'un compost normal. Autre chose aussi que je fais depuis le tout premier confinement, je venais tout juste d'aménager dans mon appart, ça faisait quelques mois que j'étais dans mon appartement, et j'ai remarqué qu'au niveau exposition du soleil, l'été à partir de 15h, j'ai le soleil qui donne de suite sur mon balcon et sur les baies vitrées. Et l'hiver, c'est à partir de 4h. J'ai vraiment une méga exposition au soleil, surtout qu'en plus, j'ai le coucher de soleil, que ce soit en hiver ou en été, juste en face de mon balcon. Et je me suis dit, c'est dommage parce que j'aimerais acheter un panneau solaire. J'aimerais poser mon panneau solaire sur mon balcon et récupérer toute cette énergie-là. Je comprends pas. Bon, c'est un appartement qui date, enfin c'est un immeuble qui date des années 60. Mais je comprends pas avec ce qu'on sait aujourd'hui, ce qu'on fait, pourquoi on n'utilise pas plus de panneaux solaires pour récupérer toute l'énergie. Je me dis, mais avec la pluie que j'ai pas énormément de pluie dans ma région, mais en automne, il y a énormément de pluie qui tombe d'un coup. Je me dis, mais pourquoi on récupère pas toute cette eau? Bref, ça c'est encore autre chose. Effectivement, les panneaux solaires, c'est encore une grosse question parce que leur durée de vie est d'à peu près 30 ans, mais on ne sait toujours pas les recycler. Donc, effectivement, c'est encore une grosse question. J'aimerais utiliser pas d'eau solaire, mais j'aimerais utiliser des panneaux solaires qui soient composés d'éléments recyclés en fait. Ça commence tout juste à apparaître. Bref, au niveau prix, c'est pas la même, enfin c'est autre chose. Et faire installer un panneau solaire pour pouvoir me fournir en électricité dans l'appartement, ça m'aurait trop demandé de travaux et je n'avais pas le financement.
Cependant, il existe des chargeurs solaires, parce que je me suis dit, ne serait-ce que pour des petits éléments, par exemple ma tablette, mon appareil photo, mon téléphone, mes écouteurs, des petites choses comme ça. Je cherchais un moyen de les recharger avec le soleil. J'ai trouvé un chargeur solaire. C'est pas une batterie externe avec un panneau solaire dessus, parce que ça, au final, ce n'est pas assez puissant pour ce que je voulais. Moi, j'ai carrément un panneau solaire pliable. J'ai 3 petits panneaux solaires dans une pochette que je peux replier. J'ai 2 sorties USB pour recharger ce que je veux. À la base, je rechargeais directement mon téléphone dessus et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas terrible pour la batterie parce qu'il y a des micro-coupures en fait dans le chargeur solaire et ça abîme la batterie. Du coup, j'ai acheté une batterie externe sur laquelle je peux recharger 4 fois mon téléphone, 2 fois ma tablette et j'ai même acheté un chargeur de piles que je peux brancher dessus. Voilà, j'ai même des piles rechargeables que je recharge à l'énergie solaire. Excusez-moi. Et j'utilise ce panneau solaire-là. Là, par exemple, en hiver, le soleil n'est pas très franc. Il y a eu des moments où il y a eu quand même pas mal de... Alors, je dis pas les gros nuages gris, hein, parce que là, effectivement, ce n'est pas... Mon panneau solaire va charger, mais pas suffisamment, et ça va plus l'épuiser qu'autre chose. Euh, En hiver, là, par exemple, j'ai sorti mon chargeur hier, j'ai chargé à 25%. Hier, il y avait le soleil dessus avec quand même quelques nuages qui passaient. J'ai chargé à 25% en de 4h à 17h, 18h, vraiment que le soleil soit vraiment couché. Donc vous imaginez, ça recharge. Non, je l'ai mis avant, je l'ai mis à 15h. Parce que même si le soleil n'est pas directement dessus, ne serait-ce que la luminosité, mon chargeur solaire le prend. En été, en 2 jours, même pas, si vraiment je le laissais toute la journée, ma batterie serait complètement rechargée. Ma batterie a une grosse capacité de charge. Euh, et je me rends compte, c'est fou. Bah, mon téléphone, au final, je dois le recharger tous les jours. Bah, quasiment une fois sur deux, je le recharge à l'énergie solaire. Ce qui déjà permet que je consomme moins. Ma tablette, comme je l'expliquais, je la recharge à l'énergie solaire. Si je pouvais, mon ordinateur, je le rechargerais à l'énergie solaire. Au final, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Et c'est impressionnant. Mon chargeur solaire, je peux l'amener où je veux avec moi. À la base, il est fait pour ceux qui font du trail, ceux qui vont aller camper en pleine nature, etc. Et je trouve ça complètement fou. Mon père adore les randonnées et il souhaite effectivement faire des jours de campement en pleine nature sans rien. Je lui ai offert ce chargeur solaire-là. Et, euh, et c'est fou l'utilisation qu'on peut en avoir. Euh, une des dernières deux petits points encore que je fais, notamment avec la période de Noël, ça fait des années en fait que j'ai arrêté d'acheter du papier cadeau. Maintenant, ce que je fais, c'est j'achète les sacs de Noël qui sont en fait réutilisables. Donc, mes amis le savent. Je leur demande, déjà c'est plus pratique pour elles de ne pas toujours mettre dans du papier cadeau. Après, j'aime bien hein, la sensation de le déchirer, donc bon. Mais mes amis le savent, c'est vrai que si elles veulent, elles peuvent m'offrir le cadeau dans un sac, parce que le sac en lui-même va être un cadeau que je vais réutiliser. Elles le savent, leur sac qu'elles m'offrent, je vais les réutiliser pour d'autres cadeaux. Et là, mes parents se sont mis aussi à le faire, on récupère tous nos sacs. Des fois, ça va être des sacs quand on fait les boutiques. Il y a des jolis sacs de marque où dessus, voilà, ça brille, c'est joli, puis le sac est quand même en bon état, on va le réutiliser pour offrir des cadeaux. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que, ouais, le sac en soi, pour moi, est un cadeau. J'ai fait une belle présentation dessus, je peux mettre beaucoup plus de cadeaux dedans que si je les avais emballés individuellement. Et puis, je suis pas une pro de l'emballage avec papier cadeau, en général, je le déchire. Donc voilà, ça me permet de consommer moins et de moins jeter derrière et que les personnes auxquelles je fais des cadeaux jettent moins derrière. Et la dernière petite chose dont j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est j'ai découvert les éponges lavables. Ça coûte 3 fois rien et ça fait... Alors,
Pour le ménage de ma salle de bain, j'en utilise depuis 1 an. Et en fait, c'est tout aussi efficace qu'une éponge classique. Et celle-là, ça fait 1 an et je ne la jette pas. Je la passe en machine à laver. Elle est nickel. Franchement, je n'ai pas de soucis là-dessus. Et là, j'ai trouvé enfin des éponges lavables qui me permettent de faire ma vaisselle. Parce qu'au début, ce qui m'embêtait sur l'éponge lavable que j'utilise pour le ménage, c'est que je n'ai pas ce côté décapant, comme j'ai besoin quand j'ai des aliments qui crament dans mes casseroles, ce qui m'arrive très régulièrement. J'ai le grattoir en fer, mais c'est vrai que ça abîme certaines casseroles. Mais là, j'ai trouvé. J'ai enfin trouvé cette éponge où d'un côté, c'est de la microfibre lisse et tout ça. Et de l'autre côté, c'est une matière, je ne pourrais pas du tout vous dire ce que c'est. C'est une matière qui râpe. Et effectivement, je nettoie super bien mes casseroles avec. Et elle passe en machine à laver. Je me suis dit, peut-être que la matière qui décape, au bout de 4 lavages, c'est mort. Pas du tout. Voilà, je lave toutes les semaines dès que je fais ma machine, en fait, toutes les semaines, je lave mes éponges et elles ressortent très très propres. Je dirais pas neuves, parce qu'elles s'abîment quand même un peu, mais elles s'abîment, on sent que ça a été utilisé, mais elles sont propres et ça gratte toujours autant. Je trouve ça vraiment très utile et c'est quelque chose que j'ai découvert il y a peu. Et je le recommande en fait. Voilà, ça fait une demi-heure que je parle. Je trouve que déjà c'est pas mal de tout ce que je dis. Je suis sûre que j'oublie plein de choses, notamment le shampoing solide, etc. etc. Voilà, je trouve que c'est déjà pas mal. Si ça peut vous aiguiller sur vous, ce que vous pouvez pas mettre en pratique, si vous avez envie, parce qu'après chacun fait ce qu'il veut. Si vous avez envie de mettre en pratique des petites choses qui puissent alléger l'impact qu'on a sur la Terre, franchement, allez-y. La première chose que je recommande, c'est le bokashi. Le bokashi, c'est juste merveilleux, mais il faut savoir ce qu'on va en faire après. Voilà. Il faut savoir comment gérer la chose et il ne faut pas l'acheter pour se dire bon, je verrai plus tard. Non, il faut déjà vraiment y réfléchir dès le départ une fois que j'ai les aliments qui sont dégradés, qu'est-ce que j'en fais? J'aimerais que vous me partagiez vous aussi ce que vous faites au quotidien. Je suis très curieuse, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont plein d'idées, mais des fois de 3 fois rien, et ça change le quotidien et ça permet encore une fois de réduire notre impact. Je vous ferai un autre podcast sur le fait que je suis végétarienne et comment j'achète les aliments. Parce que du coup, ce sera un peu lié avec aussi l'écologie. Et là-dedans, je vous parlerai de mes achats en vrac et ce que je consomme au quotidien. Voilà, j'aimerais qu'on puisse discuter un peu de tout ça, que vous me parliez de ce que vous aimeriez faire aussi. Est-ce que vous dites, bon là actuellement, je peux pas avoir certaines... Par exemple, j'aimerais faire de la permaculture, mais actuellement c'est pas possible, ou voilà, j'aimerais acheter qu'en vrac, mais mon appartement n'est pas assez grand pour que je puisse stocker, parce qu'il faut avoir un espace de stockage quand même, mine de rien, où je puisse stocker tout ça, etc. N'hésitez vraiment pas à m'écrire, à poster des commentaires, à me dire ce que vous pensez de tous les podcasts que je fais. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça ne vous plaît pas? Est-ce qu'il y a des sujets que vous aimeriez bien que je parle? Faites-moi des retours. Je vous dis à très bientôt. Je te remercie sincèrement pour ton attention. Tiens, dis-moi en commentaire, est-ce que ce podcast t'a plu ou ne t'a pas plu? Abonne-toi aussi à ma chaîne et n'hésite pas à la partager autour de toi.